Ouais. Voilà, là, c'est parfait, c'est bon. Leur soleil, c'est l'insolation. En fait, c'est la curiosité au départ qui m'a amené à aller voir les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai été très surpris par cette capacité qu'avaient ces gens-là à pouvoir bloquer les Champs-Élysées, ce qui est quand même quelque chose d'excessivement rare dans les manifestations, ce qui était quelque chose d'excessivement rare dans les manifestations parisiennes. Et donc, je suis allé voir avec. J'ai pris une caméra. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la curiosité, sans a priori du tout, pour voir un peu ce qu'il en était. Et donc, j'ai pris une caméra, mais au départ, c'était vraiment pour avoir une trace personnelle, pour filmer. Alors, moi, j'avais une caméra 16, donc que j'avais acheté récemment, enfin quelques mois auparavant. Et donc, avec un peu de pellicule, voilà, je suis allé voir ce qui pouvait se passer au sein de cette manifestation. Donc, j'ai été très surpris. C'était le 2 décembre, où donc je suis arrivé et il y avait, donc c'était à Paris, hein, euh, une immense fumée noire au-dessus de l'Arc de Triomphe. Enfin, tout de suite, c'était et puis des bruits d'explosion très forts, donc qui étaient des grenades de désencerclement, ou des grenades lacrymogènes, des choses comme ça. Donc, c'était quelque chose de très impressionnant. Et puis quand je suis arrivé, j'ai été extrêmement surpris par le côté finalement bon enfant, ou la joie même des manifestants. C'était une espèce de colère joyeuse. Donc ça, c'était très, très, très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et évidemment, les Champs-Élysées, enfin la place de l'Étoile, disons, couverte de jaune fluo, quoi, parce que effectivement, tout le monde avait un gilet jaune. C'était très, très surprenant. Moi, j'avais pas de gilet jaune, enfin, puisque je venais comme ça un peu en curieux, quoi. Donc, je faisais un peu tâche, justement, enfin, sans faire tâche, mais disons que je me sentais un peu à part dans cet endroit. Donc, voilà, quelque chose de la manifestation très, très surprenante, comme tout à coup toute la foule qui se met à chanter la Marseillaise, enfin voilà, une flopée de drapeaux bleu, blanc, rouge, des gens en haut de l'Arc de Triomphe, enfin bref, des choses totalement incroyables, où ils cassaient les grilles des hôtels particuliers tout autour de la place de l'Étoile, enfin des trucs vraiment insurrectionnels, très forts, quoi. Donc il y avait de quoi faire des images très fortes également. Alors au début, moi je suis plutôt timide, donc j'ai pas osé faire énormément d'images à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on arrive comme ça dans un endroit au milieu de gens qu'on ne connaît pas, enfin voilà, c'est toujours un peu délicat de sortir la caméra, de filmer, pas filmer, etc. Filmer les gens, pas filmer les gens, tout ça. Donc je montrais un peu patte blanche, et du coup, à un moment, je suis rentré chez moi parce qu'il n'y avait plus assez de luminosité, et en me disant, bon, le lendemain, demain matin, je reviens, puis je vais filmer les slogans qui sont sur les murs, bon, après la bataille, quoi, le champ de bataille, après la bataille, je vais dire. Et donc, et quand je suis revenu le lendemain, bon, c'est tous les slogans, ou quasiment tous, enfin, énormément de slogans, en tout cas ceux sur l'Arc de Triomphe avaient tous été effacés, ou étaient en train d'être effacés. Et puis, donc, je zone un peu comme ça, en me disant qu'est-ce que je peux filmer. Bon, il y avait des carcasses de scooters, des trucs comme ça, et tout ça. Et là, je vois Macron qui se pointe pour voir les dégâts. En fait, il faisait comme moi, quoi. En le filmant, je me suis aperçu que qu'en 2 jours, finalement, j'avais quelque chose qui pouvait être intéressant dans un film. Enfin, voilà, quand on filme une manifestation et que le lendemain on a le président, c'est quand même ça démarre assez haut. Donc là, je me suis dit bon, je pense que là, j'ai au moins le début d'un film. Alors j'ignorais la durée que ça allait prendre. Au départ, je me disais bon, ça va être peut-être un film de 25-30 minutes, tout ça. Bon, ça fait le double.
Et puis voilà, petit à petit, en fait, on se laisse prendre. C'est-à-dire tous les samedis, je me disais, ah bah tiens, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc grosso modo, j'y étais un samedi sur deux, ou peut-être un sur trois parfois, mais un sur deux, je pense. Et donc je regardais un peu ce qu'allait se passer, où est-ce qu'ils étaient les manifestants. Et puis voilà, je revenais pas forcément avec beaucoup d'images, hein, parce que sur un an et demi de Gilets jaunes, en tout, je dois avoir, je sais pas, 3 heures de rush, donc c'est pas beaucoup. Euh, les fois où je suis revenu avec le plus de rush, ça devait être 12 minutes, quoi. Parce que je filmais en 16, donc les bobineaux, ils sont petits, ils font 3 minutes, donc ça va assez vite, quoi. Enfin, ça va assez vite et à la fois lentement, c'est-à-dire que justement, comme les bobineaux ils font 3 minutes, je sais que j'ai 3 minutes de film avant de recharger la caméra, donc je choisis ce que je filme. Il faut réfléchir avant. Alors au début, on filme un peu tout, et puis au fur et à mesure que le tournage progresse, on se dit bah, ça je l'ai déjà, ça c'est genre d'image je l'ai déjà, ça bon bah, ça me sert à rien. Voilà, donc c'est savoir. Parce que finalement, un plan de manifestation de foule, bon, au bout de 10 secondes, on a compris, on sait tout ce que c'est. En plus, en France, où il y a beaucoup de manifestations, on sait tout ce que c'est. Donc, ça, c'était des plans à part filmer les 4 saisons, quoi. Je savais que j'avais déjà ça. Donc, après, il fallait trouver des choses qui, pour moi, pouvaient être intéressantes dans mon film, mais pas forcément intéressantes dans la presse ou sur ce qu'on voit sur Internet. Donc, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était trouver des choses qui puissent être comment dire, un peu amusantes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire de la Révolution, comme les bonnets phrygiens, les dessins à l'arrière des gilets jaunes, les drapeaux, enfin tout ce qui fait un peu l'infantilisation de la Révolution, si vous voulez. J'avais pas forcément une idée très précise, hein, de ce que le film allait donner. Par exemple, au départ, je pensais pas forcément mettre de la fiction dans le film. Je savais que j'allais faire un film avec de la voix off, un film sans interview, parce que j'ai horreur de faire des interviews. Et donc, voilà. Et c'est petit à petit, en fait, qu'est venue cette idée de fiction. La fabrication du film, il y a évidemment d'abord eu les images, euh, les prises de vue, etc. Donc je faisais des prises de vue toujours dans l'optique de faire un film, que ce soit montable, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, quand je fais des plans, bah, dans ma tête, je compte jusqu'à 10, quoi, pour avoir au moins 10 secondes de rush, parce que des fois, on a tendance à se comporter un peu en photographe. C'est-à-dire qu'on chope une action, mais le temps de filmer, ça fait 3 secondes, donc ça, on peut rien en faire après dans un film. Donc, et puis, il ne s'agissait pas de filmer 50 fois la même chose. Donc, en ça, déjà, à la prise de vue, il y avait déjà une construction narrative, je ne sais pas comment on peut appeler, mais en tout cas, le scénario, il s'est fait au fur et à mesure que les images arrivaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, pour avoir un peu d'argent, pour faire le film, tout simplement, payer le laboratoire, la pellicule, etc., il faut quand même donner un scénario à une entité, que ce soit une chaîne télé ou CNC ou des choses comme ça. Donc il y a un moment où il faut quand même écrire un petit peu ce que va être le film, comment il va être, etc. Le problème, c'est que, par exemple, pour le CNC, c'est qu'on n'est pas censé avoir commencé à tourner. Donc, pour le documentaire, c'est complexe, parce que autant, bon, effectivement, si vous faites un documentaire, je ne sais pas moi, sur la vie des fourmis, bon, bah, vous savez déjà à l'avance ce que vous allez dire. Donc là, vous pouvez écrire un scénario. Vous savez comment ça va s'articuler, combien de temps ça va durer. Mais là, sur un mouvement social, bah, on ne sait pas comment ça va évoluer au début.
c'était tellement violent que c'était ça qui était intéressant justement à filmer et à suivre comme mouvement, c'était de voir quelle était l'évolution, quelle était la réponse du pouvoir. Donc c'est un grand point d'interrogation. Par conséquent, c'est pour ça aussi, c'est aussi comme ça qu'est venue cette idée de rajouter des personnages de fiction pour alimenter aussi le réel qui parfois est extraordinaire, cette fameuse phrase la réalité dépasse la fiction, mais qui parfois est déceptif. C'est-à-dire quand on veut filmer, on se dit tiens là il va se passer quelque chose puis il se passe rien. Donc du coup l'événement on le crée par la fiction, quoi. Voilà. Donc le scénario il est venu au fur et à mesure et la voix off qui est assez importante dans le film, elle est venue jusqu'à la fin quasiment. Le dernier jour de mixage encore je changeais des bouts de voix off, quoi. Le fait de filmer avec les téléphones, pour moi, c'est l'immédiateté. C'est vraiment, c'est de l'info, quoi. Donc c'est presque du storytelling, je ne sais pas comment on peut dire ça, ou de l'instantanéité, quoi. C'est entre le selfie, le témoignage sur un micro-événement, c'est pas construit comme langage, en fait. La télé, c'est pareil, c'est pas construit, c'est attraper des événements et puis après, le soir même, on diffuse avec un commentaire plus ou moins engagé d'ailleurs. Donc, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de construction cinématographique, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'éléments de langage cinématographique également. En général, c'est des plans séquences, on filme quasiment sans couper, quoi. Donc, je trouvais que c'était pas forcément une bonne manière, parce que ça donne une sensation de vérité finalement. Mais c'est qu'une sensation, c'est-à-dire que tout va dépendre, par exemple, de l'axe de prise de vue que vous allez adopter, de savoir si vous allez volontairement cacher parce que souvent, en fait, les gens qui filment téléphone portable, ils filment comme ça, ils filment pas comme ça. Donc comme ça veut dire que vous avez beaucoup de hors-champ, quoi. Ça, c'est pour filmer des gens debout, finalement. Là, tout de suite, vous avez la foule, en fait, quand vous filmez comme ça. Donc, quand vous êtes comme ça veut dire que tout ce qui est à côté, c'est pas filmé. Donc, vous pouvez le cacher d'une certaine manière, enfin, ne pas le filmer, enfin, choisir de l'occulter, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, volontairement. Donc, déjà, il y a une mise en scène. Et quand vous filmez en continu, ça laisse croire que justement il n'y a pas de mise en scène et que c'est une espèce de live comme ça et que c'est pas de la triche. Donc ça c'est une impression. Or justement moi en filmant en 16 mm c'est l'esthétique inverse, c'est-à-dire que ça va être un choix d'image réfléchi, très fort. Un choix de focale également, parce que j'avais pas de zoom, donc je choisissais les optiques, je voyais l'événement et je me disais, je vais plutôt mettre un 50 mm, et puis, ou un 10 mm, ou voilà, je choisissais, quoi. Donc, et puis parfois j'essaye, puis ça marchait pas, ou l'événement était passé, parce que justement le principe de ce genre de choses, c'est que faut être sur le coup, quoi. Donc c'était ça aussi, cette envie de filmer, de choisir ce que j'avais envie de filmer et de montrer quelque part qu'il y a une sorte de mise en scène, en tout cas de choix de montage, de choix de voix off, de choix de commentaires de l'image, d'expliquer aussi l'image avant, pendant, après, etc. Et donc c'était le choix d'un outil qui était ultra minoritaire dans les façons de filmer, finalement. Et donc, ou même la façon de tenir la caméra, où ça bouge, quoi. Il n'y a pas de compensation, parce que quand vous filmez, enfin là, ça c'est pas un iPhone, mais quand vous filmez avec un iPhone, ça amortit les mouvements, donc c'est quelque chose qui est très très fluide. Alors moi, je n'avais pas ça, je voulais pas l'avoir.
Donc c'est une manière de filmer totalement différente, qui n'est pas du tout dans l'immédiateté, mais dans l'enregistrement d'un événement, quoi. Assez rapidement, j'ai commencé à tourner en 3D. C'est-à-dire que j'avais acheté une optique Bolex, enfin, qui date des années 50, hein, qui fait de la 3D. Donc il y a deux objectifs qui font l'œil droit et l'œil gauche. Et du coup, après, on peut le regarder en 3D. Donc on peut le projeter en 3D, en 16 mm. Alors c'est assez complexe, ça demande des réglages assez insurmontables, mais le numérique fait qu'on peut le voir et faire le trucage pour avoir la 3D. En fait, il faut additionner les deux images et puis tout à coup, c'est magique, quoi. On voit tout à coup, pouf, la profondeur apparaît. Donc il y a des plans comme ça en 3D. Le film passe de la 2D à la 3D régulièrement tout au long du film en fonction de certaines séquences. En général, c'est des séquences où il y a un peu moins de commentaires parce que la 3D demande une concentration qui fait qu'on va moins écouter le commentaire, donc c'est plus des séquences musicales. Et cette 3D, pour moi, elle était intéressante à partir du moment où, justement, on a tous vu des images de manifestations, hein, mais en 3D, du coup, c'est vraiment autre chose, parce qu'il y a vraiment une profondeur qui naît. Et je ne l'ai pas choisi pour être plus réaliste ou quoi que ce soit, parce que je pense que le 16 mm n'est pas forcément le format le plus réaliste qui existe aujourd'hui. Pour être réaliste, justement, j'en parlais tout à l'heure, il faut filmer avec un téléphone, quoi. Donc en ça, le film n'est pas un documentaire réaliste. Mais cette 3D, pour moi, elle sert plus à servir un peu la poésie qu'il peut y avoir dans le 16 mm ou dans le montage à partir du montage, la poésie qui naît à partir du montage. Et donc, tous les plans en 3D, effectivement, vont servir à communiquer un sentiment, communiquer une idée, mais ne seront pas à apporter une autre dimension, au sens propre comme au sens figuré, mais ne seront pas pour amener plus de réalisme au film. Donc, cette 3D fait partie d'une construction esthétique, même poétique. Ce sont des plans qui, sur la version 3D, sont en relief. Donc, il y a déjà un choix par rapport au relief, c'est-à-dire que il faut que le relief soit à peu près similaire entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ou difficilement avoir un très gros plan à gauche et un plan large à droite, parce que ça demande une gymnastique trop importante pour l'œil, un muscle, voilà, et donc, du coup, c'est gênant pour l'œil. Donc, il fallait déjà des plans plutôt avec le même type de relief, le même ordre de largeur de plan. Donc, pour cela, évidemment, quand je faisais des prises de vue, donc ce que je disais aussi, c'est que la caméra permet de filmer simplement 20 secondes d'affilée. Au-delà, il faut remonter le ressort de la caméra. En cela, ce choix de caméra était aussi important parce que c'est pas une caméra électrique, c'est une caméra à ressort, donc je pouvais jamais tomber en panne de batterie, quoi. Ça, c'était bien. Et donc, parfois, je faisais des plans, plusieurs plans d'affilée, quoi, pour avoir l'événement. Donc, je savais que j'avais... sur une minute de rush, je le transforme en 30 secondes, par exemple, pour mettre à peu près la même chose dans l'image. Alors ça, c'est par exemple pour des plans de manifestation. Et puis après, je me rends compte que finalement, c'est peut-être plus intéressant d'avoir
par exemple, à gauche, un plan de manifestants, puis à droite, un plan des CRS, pour avoir comme le champ contre champ, ou en tout cas, c'est pas vraiment le champ contre champ, c'est les partis adverses, si je puis dire. Ou parfois, ça peut être aussi un plan de manifestants et puis un plan de fiction avec Alma Jodorowsky qui fait des bulles, qui essaye de trouver un peu de légèreté dans ce monde de brut, hein, comme on dit. Et donc, ça m'intéressait d'avoir ce contraste entre les deux images. Donc ça s'est fait, c'est assez long hein, finalement, parce qu'il faut voir l'effet que ça crée aussi, le choc que ça crée, parce que des fois c'est censé faire un choc, enfin, ouais, le choc du montage, quoi. Donc le contraste, ou au contraire, si ça peut être un liant, de passer par association d'idées d'un plan à l'autre. Voilà, le choix s'est fait petit à petit, et parfois c'est aussi, ça vient appuyer un mot qui va être dit, voilà, ce genre de choses, ou qui va venir rythmer aussi le film à un moment donné. À partir du moment où on parle des Gilets jaunes, je sais que c'est quelque chose de très passionnel. C'est quelque chose qui fait peur. Donc, je ne sais pas s'il y a des longs métrages qui ont été diffusés à la télévision, par exemple, sur les Gilets jaunes, je ne suis pas sûr. Alors, on m'a dit hier que le film de David Dufresne était diffusé sur OCS. Bon, c'est pas la télévision publique, hein. Enfin, c'est pas les chaînes hertziennes, je veux dire. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, déjà, par le sujet, c'est complexe. Alors, le cinéma permet encore justement d'avoir un certain éclectisme dans les sujets, même si parfois ça a tendance à vouloir se réduire. Voilà. Donc déjà, je savais que, quelle qu'en soit la durée, il y aurait forcément quelque chose de l'ordre du film un peu confidentiel, finalement, qui s'installe. Et même dans les festivals, hein, il y a des festivals, ils ne supportent pas l'idée d'avoir un film sur les Gilets jaunes, donc c'est tout de suite complexe. Le film, par exemple, là, il n'est pas allé à Clermont-Ferrand. Donc, je sais qu'à Bordeaux, c'est pareil, ils ne supportent pas, à ma connaissance en tout cas, au FIFIB, ils ne supportent pas les Gilets jaunes. Donc, déjà, tout de suite, il y a des murs qui se dressent, ou des grilles qui s'abattent, je ne sais pas comment on peut dire. Mais, et donc, du coup, paradoxalement, justement, cette faible diffusion, cette diffusion restreinte, ouvre des portes énormes sur la liberté de création. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, confidentiel pour confidentiel, je vais le faire en relief. De toute façon, je sais que aujourd'hui, les salles sont de moins en moins équipées en relief, parce que la mode du relief est retombée. Mais j'avais envie qu'il y ait ce potentiel-là dans le film, de potentiel d'ouverture, enfin de possibilité à redécouvrir le film avec quelque chose en plus. Donc, après, encore, c'est encore pire, entre guillemets, de faire un moyen-métrage, parce que les films sont limités souvent à 30 minutes dans les festivals, 40 à la limite. Mais alors, au-delà de 40, il y a très très peu de festivals qui acceptent les films. Et comme on est proche vraiment de l'heure, donc de passer au format long métrage, hein, c'est à partir d'une heure, pile, enfin 60 minutes, on passe au format long métrage. Du coup, c'est un format bizarre. Mais moi, j'aime beaucoup les moyens métrages. Donc, que ce soit les moyens métrages, je sais pas, de Fellini, de Buñuel, de Godard. Donc, c'est quelque chose de, je sais pas, qui a une grande liberté de ton, une grande liberté esthétique. Et je pense que c'est... je me suis pas énormément soucié de l'économie de marché, on va dire, autour de ce film-là. Et je me suis dit, ceux qui l'aiment, ils le prendront, quoi. Observateur. Ouais. Pour moi, les jumelles, effectivement, déjà c'est une optique, hein, c'est comme une caméra, sauf qu'il n'y a pas de film.
Donc ça permet de changer la manière de voir la vie, de voir de manière un peu plus proche. Alors les jumelles en plus permettent de voir en relief, contrairement à la longue vue où c'est plat. Donc c'est pour ça que ça fait toujours une sensation étrange quand on regarde aux jumelles, c'est-à-dire que parce que l'œil humain est fait de telle manière qu'au-delà de 10 mètres, il n'y a plus de relief. Mais c'est votre cerveau qui le recrée. Donc par exemple, quand vous voyez une rue, tout au fond de la rue, en fait c'est des aplats, mais c'est votre œil qui vous dit ça c'est à l'arrière, voilà, parce qu'il manque le début de l'immeuble, parce qu'il est à l'arrière. Le bout de l'arbre, il n'est pas devant forcément, il est à l'arrière. Bref, des choses qui nous paraissent absolument naturelles, mais que le cerveau recrée. Alors que quand vous regardez avec des jumelles, vous voyez tout à coup le lointain qui devient proche et en relief. Donc ça, déjà, c'est une vision par rapport au relief qui, pour moi, justifie aussi le relief dans le film. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est une manière d'observer, de focaliser sur des événements lointains. Alors ça peut être lointain dans le temps aussi, notamment au début du film, quand la jeune femme regarde en haut du toit, finalement elle regarde dans le passé. Parce qu'on dit, la première fois que je l'avais vu, c'était un samedi, et l'Arc de Triomphe s'était transformé en 14 juillet, ou je ne sais plus quelle est la phrase précise. Mais, et donc, c'est une manière de voir loin, mais aussi de voir dans le passé. Ça, c'est un truc aussi d'astronome, où quand on regarde dans l'espace, on regarde très très loin, donc on se rapproche du début de l'univers. Et donc, il y a quelque chose d'observateur, et puis après, c'est un objectif. Donc un objectif, ça permet d'avoir un petit peu d'objectivité sur les événements. Donc c'est une manière de transcrire, de regarder, de faire comme un travail de journaliste, quoi. C'était un peu pour rappeler aussi c'est le film, finalement, il retrace les gilets jaunes plus le confinement, donc ça c'est vraiment le quinquennat qui vient de s'écouler, le premier quinquennat Macron, si tant est qu'il y en ait qu'un. Et donc c'était aussi pour faire une sorte de bilan. Je pense qu'au moment avant les élections, c'est important, ça me paraît très important de faire un bilan, et donc je trouve ça assez délirant que le président refuse tous les débats qu'on lui propose, parce que c'est vraiment une volonté de ne pas faire de bilan. Alors, je ne pensais pas que ce serait aussi honteux pour lui de ne pas vouloir en parler comme ça, de vouloir l'occulter. Mais en tout cas, il est vrai que les Gilets jaunes lui ont bien bousillé le quinquennat, ça c'est sûr. Mais je pense que à la fois c'était un caillou dans sa chaussure, mais à la fois c'est quand même Emmanuel Macron qui en ressort gagnant, de toute façon, enfin gagnant. Je ne sais pas s'il y a des gagnants, des perdants, mais en tout cas aujourd'hui il est encore là, les Gilets jaunes ne sont plus là.